Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Cette semaine, vous revenez sur deux informations qui vous paraissent très importantes dans l'actualité économique du moment. Elles concernent deux banques centrales. Mais d'abord la Banque de France. Oui, je me suis intéressé à la vision de la presse étrangère à ce sujet, car elle peut dire parfois des choses que la presse nationale a peut-être un peu de mal à écrire. Concernant donc le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, rien ne l'obligeait à quitter ses fonctions plus tôt que prévu, à savoir en juin cette année plutôt qu'en octobre 2027, qui est la fin de son mandat, pour diriger une fondation caricative, très bien, c'est son souhait, précisant même, comme on peut le voir dans certaines communications corporate, pour des raisons personnelles, ça évite bien sûr de lui poser beaucoup trop de questions. D'ici juin, soit un peu plus d'un an avant la fin de mon second mandat, il me semble que j'aurai accompli l'essentiel de ma mission, c'est ce qu'il a déclaré. Ce que plusieurs médias anglo-saxons ont vu, eux, dans cette décision, c'est tout autre chose, savoir un calendrier politique français. Alors, il n'y a pas de chiffre unique du nombre de nominations par un président de la République en France, mais aussi plusieurs milliers entre les diverses administrations et emplois liés à sa fonction. Là, on parle du gouverneur de la Banque de France, en poste depuis 11 ans, qui, tout en expliquant sa sortie, nous dit aussi que le rôle de la banque réside dans le maintien de la confiance à travers diverses crises. Et au cours des dernières années, on le sait, on l'a vu devant plusieurs médias, comme un peu commentateur économique, il a récemment mis en garde contre le déficit budgétaire important du pays. Alors avec le choix personnel, il permet au président qui ne se représente pas de nommer à la tête de la Banque de France un candidat ou une candidate qui risque de se retrouver face à l'extrême droite, qui est aujourd'hui en tête dans les sondages du second tour de l'élection présidentielle, avec les risques économiques liés à ces sujets et ces sujets de l'indépendance de l'institution. La presse économique étrangère traduit cela comme une décision politique. Son départ intervient avant un vaste remaniement des postes clés de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est d'ici fin 2007. Qui aboutira, lui, au remplacement de sa présidente Christine Lagarde. Mais justement, Didier, là aussi, il y a du nouveau concernant Christine Lagarde. Oui, même si rien d'officiel à ce jour, puis c'est là, encore une fois, la presse financière qui s'en occupe. Je pense au Financial Times, qui nous dit, selon une source proche du dossier, Christine Lagarde devrait quitter la Banque Centrale Européenne avant la fin de son mandat de 8 ans à la présidence, qui était donc en octobre 2027. Et le principal banquier central européen avait rejoint la BCE basée à Francfort en novembre 2019. Elle venait du FMI. Elle souhaite, en fait, en réalité faciliter la nomination d'un nouveau dirigeant à la tête de l'une des institutions les plus importantes de l'Union européenne, en collaboration avec le président français, bien sûr, Emmanuel Macron, et le chancelier allemand Friedrich Merz. Réponse officielle de la BCE, la présidente Lagarde est pleinement concentrée sur sa mission, n'a pris aucune décision concernant la fin de son mandat. À suivre donc, parce que l'élection présidentielle française, dans 14 mois, sera cruciale pour la deuxième économie de la zone euro et pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est ce que souligne le journal. Et ce sera clairement un moment fondamental, politique et économique. Et alors là, comme on dit selon la formule consacrée, sans transition, parce qu'on change totalement de sujet, et vous nous parlez de la baisse des prix du sucre. Oui, alors c'est peut-être que vous en prenez moins. Là, c'est du très sérieux, parce que le sucre a atteint le niveau le plus bas depuis 5 ans. Et la cause, elle vient, c'est ça qui est intéressant, de la montée en puissance des médicaments amaigrissants qui ont accéléré cette baisse de la demande en incitant les consommateurs à abandonner donc les sucreries au profit des protéines, avec notamment un ralentissement très marqué de la consommation aux États-Unis, plus marqué que prévu, on pourrait dire. Côté demande dans les pays à développement, il y a un rythme plus lent. Les injections de ces médicaments responsables de la satiété ont joué un rôle crucial dans la baisse de consommation. Et disent les spécialistes, ont pris de court en fait l'industrie sucrière. Le Mexique et les États-Unis étaient les exemples les plus clairs, tandis que les données sur la demande en Europe ont également été difficiles pour les prix du sucre. Alors va-t-on vers un changement radical en matière de consommation? C'est possible. C'est sûr que ce serait une bonne nouvelle côté santé mondiale, mais il n'y a peut-être pas besoin de s'injecter des produits. Ou de gober le sucre par kilogramme. On peut avoir ça avec un minimum de réserve et tout se passera bien. Didier, dernier sujet. Si l'ubérisation, on le sait, est un mot qui est largement rentré dans le vocabulaire économique, justement, l'entreprise Uber vient, quant à elle, de subir un énorme redressement de l'URSSAF. Oui, l'URSSAF, via son service de lutte contre le travail illégal d'Île-de-France, réclame tout simplement à la filiale française d'Uber, Uber France, la somme considérable de 1,7 milliard d'euros. Le redressement a été engagé en décembre 2024 au titre des cotisations sociales qui seraient dues par la plateforme de VTC sur la rémunération de 71 000 chauffeurs qui ont travaillé pour elle entre 2019 et 2022. Cette information avait été révélée par Revue 21 qui a consulté le rapport de 142 pages de l'URSSAF. Et cette somme réclamée à Uber comprend 1,2 milliard d'euros au titre des cotisations et 502 millions d'euros au titre des majorations.
L'URSSAF qui, dans son rapport, considère donc qu'Uber a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur. De son côté, l'agence France Presse avait constaté, elle, dans les comptes d'Uber, que la plateforme mentionne simplement l'existence d'une telle procédure de redressement par l'URSSAF, mais la considère infondée puisqu'elle n'a pas encore provisionné la somme déclarée. Un dossier à suivre. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Didier Testot, d'avoir été avec nous, fondateur donc de la Bourse et de la Vie TV. Merci.